L'an 26 de notre ère marque un tournant sombre dans l'histoire de l'Empire romain. Tibère César, fils adoptif d'Auguste et héritier d'un pouvoir sans limite, abandonna les palais de marbre de Rome pour s'enfermer dans un coin apparemment idyllique, l'île de Capri. À première vue, c'était un paradis, des falaises s'élevant comme des murailles naturelles au-dessus de la mer Tyrrhénienne, des grottes mystérieuses où la lumière du soleil semblait se transformer en or liquide et un éloignement offrant la quiétude face à l'agitation de la capitale. Mais ce qui commença comme une retraite stratégique devint rapidement un sanctuaire de secrets et d'horreur. Capri cessa d'être un refuge pour se transformer en un laboratoire du pouvoir absolu. Les chroniqueurs de l'Antiquité, comme Suétone dans les vies des 12 Césars, le décrivirent avec un mélange de fascination et de répulsion. L'empereur s'était éloigné du Sénat, des magistrats et du peuple, choisissant un lieu où rien ni personne ne pouvait remettre en question ses décisions. Là, entouré d'une mer qui servait de fossé naturel, Tibère non seulement gouvernait à distance, mais construisait un royaume personnel en marge de toute loi. Quel genre d'homme abandonne le cœur de l'empire le plus puissant du monde pour s'enfermer entre rochers et silence? Quel monstre se développe lorsque la solitude s'allie au pouvoir absolu? Psychologiquement, l'exil volontaire de Tibère reflète bien plus qu'un besoin de repos. Dès son jeune âge, il avait vécu dans l'ombre d'Auguste, contraint de supporter des attentes, des trahisons et des humiliations. Son caractère, réservé et méfiant, trouvait à Capri un cadre parfait, isolé du Sénat intrigant, des foules capricieuses et des rumeurs qui infestaient chaque coin de Rome. Ici, il pouvait contrôler chaque visite, chaque regard, chaque mot qui lui était adressé. Mais cette même obsession du contrôle, alimentée par les craintes de conspiration, sema un terrain fertile pour le délire et la cruauté. Les Européens médiévaux, des siècles plus tard, reconnurent ce schéma chez leurs propres monarques. Les rois qui s'isolaient dans des châteaux inaccessibles, entourés de murs et de gardes, confondaient isolement et sécurité. Plus les tours de pierre s'élevaient, plus les ombres à l'intérieur devenaient profondes. Tibère, en ce sens, fut un précurseur du souverain reclus, du dirigeant qui transforme un paradis en prison. Capri, avec ses villas luxueuses et son silence mortel, était le reflet parfait d'un pouvoir qui s'éloignait du peuple pour nourrir ses propres démons. Le contraste est brutal. Rome, berceau des forums, des débats, des places remplies de citoyens discutant de loi et de justice, face à Capri, où seule la voix d'un homme avait de la valeur. Cette paradoxe n'est-elle pas celle qui définit tant d'empires à travers l'histoire? La liberté proclamée pour certains, tandis que d'autres disparaissaient dans l'obscurité du pouvoir. Et ainsi, le nom de Capri, qui autrefois évoquait beauté et repos, commença à se charger de rumeurs. Rumeurs d'intrigues, de plaisirs interdits et d'horreurs que l'histoire osa à peine chuchoter. La question persiste, inconfortable et nécessaire. Que se passe-t-il lorsque le souverain d'un monde entier décide de s'éloigner du regard public? Se libère-t-il de la corruption de la foule ou s'enfonce-t-il dans une corruption encore plus profonde, invisible et silencieuse? À Capri, Tibère semblait avoir trouvé la réponse la plus terrifiante. Au sommet de la falaise orientale de Capri, à près de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, s'élevait le joyau architectural de la retraite impériale, la Villa Jovis. Ce n'était pas une villa ordinaire, mais un palais-forteresse qui dominait l'île par sa présence imposante. Ses murs blancs semblaient se fondre dans la roche, et depuis ses terrasses, l'empereur contemplait l'horizon infini où la mer se confondait avec le ciel. De là, Tibère pouvait observer le monde sans être observé, un dieu mineur caché dans les hauteurs. La Villa Jovis ne fut pas seulement un symbole de luxe, elle fut la matérialisation physique de l'esprit de Tibère, isolée, inexpugnable, vigilante. Entourée sur 3 de ses côtés par des précipices plongeant à pic vers les vagues, elle offrait la sécurité que personne ne pouvait surprendre l'empereur. Les navires ennemis étaient visibles à des kilomètres de distance, et la seule voie d'accès était solidement gardée. Chaque pierre du complexe semblait crier un message. Ici règne un homme inaccessible. Mais cette retraite ne signifiait pas inactivité. Depuis ces froides salles de marbre, Tibère envoyait lettres, décrets et ordres au Sénat. Il gouvernait un empire de millions d'âmes sans avoir besoin de mettre un pied sur le forum.
Capri devint le centre secret de décisions affectant de la Syrie à l'Hispanie. Les sénateurs, réduits à de simples messagers, recevaient des édits sans pouvoir les contester, car la distance physique était aussi une distance politique. À une époque où le contact personnel signifiait l'influence, l'absence de l'empereur était un mur infranchissable. Si l'on pense aux châteaux européens du Moyen Âge, érigés sur des collines ou des montagnes pour démontrer leur domination, la Villa Jovis anticipe ce même esprit. Un lieu inaccessible, d'où un souverain surveillait ses sujets d'un œil distant. Et tout comme ses châteaux, cette villa combinait deux visages, à l'extérieur, splendeur et beauté. À l'intérieur, rigidité et contrôle absolu. La paradoxe était évidente. Plus l'architecture devenait sublime, plus la vie sous son ombre devenait brutale. Les chroniques rapportent que Tibère s'entourait d'un silence quasi religieux. Seuls ceux qui étaient filtrés par Séjanne pouvaient s'approcher. L'air de la villa était imprégné de peur. Chaque visiteur savait qu'un faux pas, un mot mal interprété, pouvait sceller son destin. Les couloirs décorés de fresques et de mosaïques cachaient, derrière leur beauté, la menace constante de la disgrâce. Ainsi, la Villa Jovis devint une scène où l'esthétique dissimulait la violence, comme une église gothique qui, derrière ses vitraux, cache la torture des donjons. Et voici qu'apparaît une question inévitable. La beauté architecturale peut-elle effacer la mémoire du sang versé entre ces murs? Ou bien la rend-elle encore plus troublante parce qu'elle nous rappelle que le sublime et le sinistre peuvent coexister sous le même toit? La Villa Jovis, élevée comme un hôtel au-dessus des eaux, ne fut pas seulement un palais dans les nuages, mais un rappel que, parfois, plus un dirigeant s'élève, plus il s'enfonce profondément dans l'obscurité. Derrière l'isolement de Tibère à Capri se trouvait un nom qui résonnait comme un écho de pouvoir à Rome. Lucius Aelius Séjanne, le préfet de la garde prétorienne. Pendant que l'empereur s'enfermait entre les murs de la Villa Jovis, ces gens contrôlaient le pouls de la capitale. Il ne s'agissait pas seulement d'un soldat loyal, il était le gardien de la clé la plus convoitée de l'Empire, l'accès au César. Aucun magistrat, aucun sénateur, pas même les plus hauts fonctionnaires ne pouvaient parler à Tibère sans la médiation de ces gens. Sa figure grandissait dans l'ombre, comme un cardinal obscur à la cour médiévale, décidant qui vivait, qui tombait en disgrâce et qui n'obtiendrait jamais d'audience. Suétone le décrit comme un homme froid, calculateur, qui comprit que le pouvoir ne résidait pas dans la voix de l'empereur, mais dans la main qui décidait qui était autorisé à l'entendre. À Rome, pendant ce temps, l'absence physique de Tibère créait un vide que ces gens surent rapidement combler. Il profita de l'isolement de l'empereur pour tisser un réseau d'alliances, éliminer ses rivaux et consolider un pouvoir quasi absolu. La garde prétorienne, initialement créée pour protéger l'empereur, se transforma sous son commandement en une armée personnelle au service de son ambition. Les rumeurs disaient qu'il rêvait de devenir successeur, non seulement de servir le César, mais de le remplacer. Ce phénomène n'était ni nouveau ni exclusif à Rome. L'histoire européenne répète ce schéma à diverses époques. Des ministres qui gouvernaient au nom de rois faibles, des favoris qui manipulaient de jeunes monarques, des inquisiteurs qui dictaient des sentences au nom de la foi. Dans tous ces cas, le souverain devenait une figure décorative, tandis que le véritable pouvoir se cachait derrière le rideau. Tibère, enfermé à Capri, remit sans s'en rendre compte la vie de millions de Romains à l'ambition d'un seul homme. L'ironie est brutale. Tandis que l'empereur cherchait sécurité et contrôle en se retirant sur l'île, il perdait le contrôle réel sur le cœur politique de l'Empire. Séjan transforma la distance en opportunité. Capri offrait à Tibère l'illusion d'une domination absolue, mais à Rome, chaque décret passait d'abord par les mains du préfet. Qui, alors, était le véritable maître de l'Empire? Les sources antiques s'accordent à dire que ce déséquilibre fut létal. La peur qui imprégnait la Villa Jovis trouvait son reflet dans la peur qui régnait dans les rues de Rome. Des sénateurs condamnés pour trahison, des chevaliers exécutés sans preuve, des familles entières ruinées, toutes victimes d'un système où la justice dépendait des caprices d'un homme absent et de la ruse de son gardien. L'ascension de ces gens rappelle les grands conseillers qui, dans l'Europe médiévale, accumulaient un pouvoir si grand que les chroniqueurs se demandaient s'ils n'étaient pas les véritables rois. La leçon est claire.
Lorsqu'un souverain s'isole dans sa tour d'ivoire, il y aura toujours quelqu'un prêt à gouverner à sa place. Et cet quelqu'un, libéré de l'examen, peut devenir un tyran encore plus redoutable que le monarque lui-même. Loin du Sénat, protégé par les falaises et entouré de gardes fidèles, Capri offrait à Tibère plus que la sécurité, elle offrait l'impunité. L'île, avec sa beauté naturelle et ses grottes lumineuses, se transforma en le théâtre d'une expérience macabre. Là, selon Suétone, l'empereur construisit une cour d'innocents, des garçons et des filles sélectionnés pour leur beauté, leur jeunesse et surtout leur vulnérabilité. Ils étaient appelés pisciculi, petits poissons, un terme qui dissimule avec ironie ce qui signifiait en réalité esclavage et soumission. Les récits antiques décrivent comment ces enfants arrivaient des coins les plus divers de l'Empire. Syrie, Gaule, Grèce. Certains furent achetés sur des marchés où leur âge, leur couleur d'yeux et leur grâce corporelle étaient froidement décrits. D'autres n'étaient peut-être pas des esclaves au sens légal, mais des enfants d'affranchis, livrés en tribu ou en offrande en quête de la faveur impériale. Ce qui est certain, c'est qu'une fois à Capri, la loi cessait d'exister. Nul lignage, nulle citoyenneté, nul droit ne pouvait les protéger. Le transfert de ces enfants était entouré de secrets. On pense que des navires de la flotte de Mycène les transportaient sous de faux prétextes, comme apprentis musiciens, serviteurs ou accompagnateurs de courtisans. Une fois sur l'île, leur destin était scellé. Ils étaient logés dans des pièces au sein du complexe impérial, loin de tout regard extérieur, entraînés à l'art de l'obéissance absolue et du silence le plus strict. Là, entre colonnes de marbre et mosaïques brillantes, commençait un processus de déshumanisation qui effaçait leur identité. La paradoxe est brutale. Au cœur de la Méditerranée, un lieu de rêve se transformait en une prison invisible. La beauté de Capri servait de voile cachant la laideur morale. De l'extérieur, les villas se dressaient majestueuses, symboles de la splendeur romaine. À l'intérieur, c'étaient des chambres de contrôle et de peur. Pour les enfants, la mer n'était pas un horizon, mais un mur. Chaque vague se brisant contre les rochers était un rappel qu'aucune fuite n'était possible. Si l'on observe l'histoire européenne des siècles plus tard, l'île de Capri résonne d'échos troublants. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, châteaux, monastères ou palais furent également utilisés comme lieux d'enfermement et de silence où les faibles étaient décachés loin de la vue publique. Le pouvoir a toujours cherché des espaces où l'inavouable pouvait s'épanouir sans témoin. Capri fut l'un des premiers exemples de cette géographie du secret. Et voici qu'apparaît une réflexion inévitable. Combien de fois dans l'histoire, la beauté a-t-elle été utilisée comme masque pour cacher la barbarie? Combien de lieux que nous admirons aujourd'hui comme des merveilles architecturales ont caché derrière leurs murs la souffrance des invisibles? Capri, sous Tibère, nous rappelle que même les paysages les plus idylliques peuvent se transformer en prison du silence. Dans les pièces cachées de Capri, les enfants arrachés à leur foyer étaient insoumis à un processus de transformation qui avait peu d'humain. Il ne s'agissait pas seulement de servir d'assistants à l'empereur. Ils étaient formés à la musique, à la danse et au théâtre. Mais le plus important était l'obéissance aveugle. Ils apprenaient qu'un faux pas pouvait signifier la disparition, que le silence était leur seule protection et que leur propre identité devait se diluer dans la volonté d'un homme qu'ils appelaient Seigneur. Les chroniqueurs suggèrent qu'ils étaient instruits avec dureté, contraints de mémoriser des gestes, des mots et des routines qui effaçaient toute trace d'individualité. Ils n'étaient plus des enfants de Syrie, de Gaule ou de Grèce. Ils étaient de simples ombres au service d'un pouvoir inaccessible. Suétone raconte que Tibère les appelait pisciculi, comme s'ils faisaient partie d'un aquarium de chair vive. Une métaphore cruelle qui résume à quel point l'innocence fut réduite à un spectacle. La psychologie moderne nous enseigne que l'identité se forge dans l'enfance, dans la mémoire, dans l'appartenance à une famille ou une communauté. À Capri, tout cela était arraché à la racine. Ces enfants grandissèrent dans un vide, entourés de luxe et de marbre, mais privés de l'essentiel, le droit d'être reconnus comme des personnes. La beauté de l'île, avec ses cieux bleus et ses grottes resplendissantes, devenait un décor grotesque de leur esclavage. Dans l'Europe médiévale, nous trouvons des échos troublants de ce schéma. Des monastères où de jeunes novices étaient enfermés contre leur volonté. Des châteaux où pages et écuyers étaient contraints de servir sans poser de questions. Des cours où la jeunesse devenait un ornement du pouvoir.
l'histoire semble répéter le même scénario. Lorsque l'innocence est confrontée au pouvoir absolu, l'innocence perd toujours. Mais le plus terrible n'était pas seulement la perte de liberté, mais la disparition de la mémoire. Ces enfants n'ont laissé ni nom, ni inscription, ni tombe connue. Leurs vies furent effacées, comme si elles n'avaient jamais existé. Dans les archives de Rome, il n'était que de froides annotations de marchandises humaines. Et pourtant, leur silence pèse plus lourd que n'importe quel décret impérial, car il nous oblige à nous demander que signifie être humain lorsque même le souvenir vous est nié. La réflexion est inévitable. Dans les sociétés où le pouvoir fait taire les faibles, l'histoire elle-même devient complice de l'oubli. Et c'est peut-être le crime le plus profond de Capri. Non seulement la violence contre des corps innocents, mais la tentative d'effacer leur existence de la mémoire collective. La mer qui entoure l'île garde leurs cris comme un secret sans témoin. Dans les sources antiques, en particulier dans la biographie de Suétone, sont décrits avec horreur les spectacles que Tibère organisait à Capri. Ce n'étaient pas de simples banquets, ni des fêtes de plaisir. C'étaient des jeux déguisés en rituels, où enfants et jeunes étaient contraints de représenter des scènes mythologiques ou théâtrales, transformées en acteurs d'un scénario macabre. On les appelait par des noms moqueurs, évoquant des interprètes provocateurs de la tradition romaine, comme si l'ironie pouvait cacher l'humiliation. Les falaises et grottes de l'île devinrent des scènes naturelles. À Sperlonga, une autre villa liée à l'empereur, la grotte monumentale abrite encore des sculptures colossales représentant des épisodes de l'Odyssée. Ulysse aveuglant le cyclope Polyphème, des héros luttant contre des monstres, des dieux de la mer dominant les eaux. Ces deux sculptures n'étaient pas de simples décorations. Elles offraient un cadre théâtral pour des banquets, où les invités mangeaient sous le regard de marbre représentant violence et survie. Que se passait-il lorsque, dans ce même environnement, des enfants vivants étaient contraints de recréer avec leur corps ces mêmes scènes? Capri, avec ses grottes comme la célèbre Grotta Azzurra, nourrissait la légende. Bien qu'il n'existe aucune inscription confirmant qu'elle fut utilisée à de telles fins, le mythe persiste. Des espaces clos, éclairés par des reflets irréels, où la frontière entre spectacle et sacrifice s'estompait. Suétone parle de jeux, où l'empereur observait en silence, tandis que les enfants dansaient, chantaient ou plongeaient dans l'eau comme des créatures marines, petits acteurs dans un théâtre où seul un spectateur importait réellement. La paradoxe de ces jeux est terrifiante. Sous l'apparence de l'art se cachait l'humiliation. Les enfants n'étaient pas célébrés comme des interprètes, mais réduits à des instruments de plaisir et de contrôle. Dans l'Europe médiévale, les cours organisèrent également des mascarades et des spectacles où les plus faibles, bouffons, esclaves, serviteurs, étaient utilisés pour divertir les puissants. L'art, au lieu de libérer, devenait une chaîne. La réflexion est inévitable. Que se passe-t-il lorsque la culture et la beauté se pervertissent jusqu'à devenir des outils d'oppression? Un chant, une danse, une pièce de théâtre peuvent-ils rester de l'art lorsqu'ils sont exécutés sous la menace de la peur? Capri nous enseigne que le spectacle peut être un masque qui cache la cruauté, et que derrière la musique et la danse peut résonner un silence plein de douleur. L'écho de ces jeux persiste comme un avertissement. Lorsque le pouvoir transforme la vie humaine en divertissement, la frontière entre civilisation et barbarie disparaît. Et ce qui reste n'est pas de l'art, mais de l'horreur enveloppée de beauté. Les chroniques de Suétone et Tacite s'accordent sur un détail qui glace le sang. Les falaises de Capri n'étaient pas seulement un paysage, mais un échafaud. Du haut de la Villa Jovis, où la mer semblait infinie, les condamnés étaient précipités dans le vide. Le choc contre les rochers et le ressac scellaient leur destin. Cet acte brutal était appelé le saut tibérien. Là, sous le soleil de la Méditerranée, l'empereur convertissait la géographie en instrument de terreur. Les témoignages rapportent qu'il y avait même des soldats postés au pied des falaises. Leur fonction était grotesque: achever ceux qui survivèrent à la chute, les frappant de rames et de gaffes pour que personne n'échappe. Il n'y avait ni jugement, ni appel. Il suffisait de perdre la faveur impériale ou d'être accusé de trahison pour que la mer devienne une tombe. Capri, l'île de la beauté, était aussi un échafaud naturel. La mort dans les falaises était un spectacle silencieux. À la différence des exécutions publiques sur le forum, il n'y avait pas de foules ici. La terreur n'avait pas besoin de spectateurs, car son écho voyageait comme une rumeur jusqu'à Rome.
Les sénateurs savaient que même si Tibère était absent, son ombre pouvait les atteindre à tout moment. L'isolement ne l'avait pas affaibli, il l'avait rendu plus redoutable. Cet usage de la géographie comme arme n'est pas unique à Rome. En Europe, des siècles plus tard, de nombreuses forteresses médiévales ont tiré parti de leur environnement pour inspirer la peur. Des châteaux bâtis sur des précipices où les prisonniers étaient jetés dans l'abîme, des tours d'où les traîtres étaient exécutés, des donjons dans des falaises qui dévoraient des vies entières sans laisser de traces. La nature, entre les mains du pouvoir, se transformait en bourreau. L'image du sceau tibérien condense l'essence du gouvernement de Capri, beauté et horreur entrelacées. Les mêmes falaises qui offraient à l'empereur des vues sublimes sur la Tyrrhénienne étaient, pour les condamnés, un couloir direct vers le néant. Là, la vie dépendait d'un seul geste, d'un ordre prononcé dans un murmure. Et la question résonne, inconfortable, comme un écho entre les rochers. De combien de pouvoir un homme a-t-il besoin pour croire qu'il peut décider d'un simple mouvement de la main si un autre mérite de vivre ou d'être effacé du monde? À Capri, cette décision était prise chaque jour et la mère gardait les corps comme un secret sans nom. À Capri, la terreur ne se limitait pas aux enfants asservis ni aux condamnés précipités des falaises. La peur s'étendait comme une brume invisible qui enveloppait tous ceux qui foulaient sur l'île, même les nobles et les magistrats. Sous le règne de Tibère, le mot maestas, le crime d'atteinte à la dignité de l'empereur, devint une arme qui touchait n'importe qui. Il suffisait d'une rumeur, d'une accusation, d'un soupçon semé par un ennemi pour que la vie d'un sénateur ou d'un chevalier s'effondre. Tacite raconte que des hommes libres étaient de fouettés, mutilés et exécutés comme s'ils étaient des esclaves, car à Capri, la loi s'était transformée en extension du caprice impérial. Le droit romain, fierté d'une civilisation qui se glorifiait de sa justice, se diluait face à la peur d'un seul homme. Les familles nobles apprirent à se taire, les amis cessèrent de se faire confiance, et la ville éternelle devint un espace où le silence était la seule forme de survie. Ce mécanisme de répression rappelle de nombreux moments sombres de l'histoire européenne. Au Moyen-Âge, les tribunaux de l'Inquisition condamnaient sans preuve suffisante, utilisant l'hérésie comme excuse pour écraser les opposants. Dans les monarchies absolues, les accusations de trahison se multiplièrent et les châteaux servaient de prisons secrètes où la loi se réduisait à la volonté du souverain. Capri, à l'époque de Tibère, fut un précédent, un microcosme où la justice était subordonnée à la peur. Pour les habitants de l'île, l'atmosphère était suffocante. Il ne s'agissait pas seulement d'obéir, mais de prévoir le moindre geste de l'empereur. Un silence prolongé, un regard détourné, un mot déplacé pouvait être interprété comme un défi. Et la punition, tous le savaient, pouvait arriver sans préavis. L'île devint un laboratoire du pouvoir absolu. On y testait les limites de ce que la peur pouvait accomplir. Mais le plus troublant n'était pas la terreur visible, mais la complicité invisible. Beaucoup acceptèrent le système, l'alimentaient, le répétaient. Pourquoi? Parce que le silence leur offrait l'illusion de la sécurité. Pendant que d'autres tombaient des falaises ou étaient effacés de la mémoire, eux pouvaient continuer à respirer un jour de plus. Ainsi, Capri devint une leçon éternelle. Le pouvoir n'a pas toujours besoin de violence explicite pour dominer. Parfois, il suffit de l'écho de la peur dans chaque recoin de la vie quotidienne. La question que nous laisse l'histoire est aussi intemporelle qu'inconfortable. Combien de fois avons-nous préféré nous taire face à l'injustice pour nous sauver nous-mêmes? Combien d'empires, de royaumes ou de régimes modernes répètent le même schéma de Capri, déguisant le silence forcé sous l'apparence d'ordre et de stabilité? Capri, cette île d'une beauté éblouissante, finit par devenir un symbole éternel de la manière dont le pouvoir absolu peut tout corrompre. Ce qui pour le peuple romain était un paradis méditerranéen, pour ceux qui vécuraient sous la domination de Tibère, se transforma en un enfer sans issue. Là, l'enfance fut volée, la justice fut réduite au silence, et la nature fut utilisée comme instrument de terreur. Les falaises, les villas et les grottes n'étaient même pas seulement des paysages. Elles étaient les témoins muets d'une époque où la volonté d'un seul homme valait plus que des millions de vies. La leçon de Capri est universelle. Elle nous montre que la véritable menace ne se trouve pas toujours dans des armées étrangères ou des invasions visibles, mais dans l'obscurité qui fleurit lorsqu'un dirigeant s'isole et transforme la distance en pouvoir. Tibère crut qu'en s'éloignant de Rome, il trouverait sécurité et paix, mais ce qu'il trouva fut un miroir de ses propres démons.
Sa retraite ne le protégea pas, elle le déforma. Et dans cette déformation, il entraîna avec lui des innocents qui ne reverraient jamais la lumière de la liberté. Si l'on regarde l'histoire européenne, nous voyons que l'écho de Capri se répète dans de nombreux contextes. Dans des châteaux où des rois paranoïaques condamnaient des courtisans, dans des inquisitions où le peur justifiait la torture, dans des régimes modernes où l'isolement du leader se traduit par une répression massive. Chaque époque a eu son Capri, un lieu beau à l'extérieur, mais corrodé à l'intérieur par l'abus et le silence. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est troublante. Existe-t-il encore des refuges de pouvoir où la beauté cache l'horreur, où le luxe et la distance servent à masquer des décisions qui détruisent des vies invisibles? L'histoire de Tibère n'est pas seulement un souvenir ancien, mais un miroir qui reflète les dangers qui demeurent vivants dans toute société, où le pouvoir ne trouve pas de limite. C'est pourquoi l'avertissement résonne avec force. Lorsque nous permettons que la beauté couvre la cruauté, lorsque nous acceptons le silence comme prix de la sécurité, nous devenons complices de nouveaux capris. Que l'île de Tibère nous rappelle que la véritable surveillance ne s'exerce pas sur les faibles, mais sur les puissants. Et maintenant, la réflexion est entre vos mains. Qu'en pensez-vous? Quels autres lieux de l'histoire, ou même du présent, croyez-vous qu'ils cachent donc des ombres similaires derrière une façade de splendeur? Laissez-nous votre commentaire, partagez cette vidéo pour que plus de gens sachent ce qui s'est passé à Capri. Et abonnez-vous pour continuer à explorer ensemble les vérités les plus sombres que l'histoire chuchote encore.